En somme, le tourisme, comme quête de sens, avec les sociabilités ludiques qu'il favorise, les images qu'il génère, est un dispositif d'appréhension graduée, codée et non traumatisante de l'extérieur et de l'altérité. Rachid Amirou. Je me réveillais vers midi. La climatisation émettait un bourdonnement grave. J'avais un peu moins mal à la tête. Allongé en travers du lit king size, je pris conscience du déroulement du circuit et de ses enjeux. Le groupe jusqu'alors informe allait se métamorphoser en communauté vivante. Dès cet après-midi, je devrais entamer un positionnement et déjà choisir un short pour la promenade sur les Klongs. J'optais pour un modèle mi-long, en toile bleu jean, pas trop moulant, que je complétais par un t-shirt Radiohead, puis je fourrais quelques affaires dans un sac à dos. Dans le miroir de la salle de bain, je me considérais avec dégoût. Mon visage crispé de bureaucrate jurait tragiquement avec l'ensemble. Je ressemblais, au total, exactement à ce que j'étais. Un fonctionnaire quadragénaire qui tentait de se déguiser en jeune pour la durée de ses vacances. C'était décourageant. Je marchais vers la fenêtre, tirais les rideaux en grand. Du 27e étage, le spectacle était extraordinaire. La masse imposante de l'hôtel Marriott se dressait sur la gauche comme une falaise de craie, striée de traits noirs horizontaux par des rangées de fenêtres à demi dissimulées derrière les balcons. La lumière du soleil à son zénith soulignait avec violence les plans et les arêtes. Droit devant, les réflexions se multipliaient à l'infini sur une structure complexe de pyramides et de cônes de verre bleutés. À l'horizon, les cubes de béton gigantesques du Grand Plaza Présidente se superposaient comme les étages d'une pyramide à degrés. Sur la droite, surmontant la surface frissonnante et verte du Lumpini Park, on apercevait, comme une citadelle ocre, les tours angulaires du Dusit Thani. Le ciel était d'un bleu absolu. Je bus lentement une Singa Gold, en méditant sur la notion d'irrémédiable. En bas, l'accompagnatrice procédait à une sorte d'appel afin de distribuer les breakfast coupons. J'appris ainsi que les deux bimbos se prénommaient Babette et Léa. Babette avait des cheveux blonds frisés, enfin pas frisés naturellement, sans doute plutôt ondulés. Elle avait de beaux seins, la salope, bien visibles sous sa tunique translucide, un imprimé ethnique 3 suisse, vraisemblablement. Son pantalon, du même tissu, était tout aussi translucide. On distinguait nettement la dentelle blanche du slip. Léa, très brune, était plus filiforme. Elle compensait par une jolie cambrure des fesses, bien soulignée par son cycliste noir et par une poitrine agressive dont les bouts se tendaient sous un bustier jaune vif. Un diamant minuscule ornait son nombril étroit. Je fixais très attentivement les deux poufs afin de les oublier à tout jamais. La distribution des coupons continuait. L'accompagnatrice, Sun, appelait tous les participants par leur prénom. J'en étais malade. Nous étions des adultes, bordel de Dieu. J'eus un moment d'espoir quand elle désigna les seniors sous le nom de Monsieur et Madame l'Obligeois. Mais elle ajouta aussitôt, avec un sourire ravi, « Josette et René ». C'était peu probable, et pourtant c'était vrai. « Je m'appelle René », confirma le retraité sans s'adresser à personne en particulier. « Ce n'est pas de chance, grommelai-je. » Sa femme lui jeta un regard las du genre « Tais-toi, René, tu embêtes le monde ». Je compris soudain à qui il me faisait penser. Au personnage de Monsieur Plus dans les publicités Balzen. C'était peut-être lui, d'ailleurs. Je m'adressai directement à sa femme. Avait-il, par le passé, interprété en tant qu'acteur des personnages de second plan ? Pas du tout, m'informa-t-elle. Il tenait une charcuterie. Ah oui, ça pouvait coller aussi. Ce joyeux Dry était donc un ancien charcutier. À Clamart, précisa sa femme. C'est dans un établissement modeste, dévolu à l'alimentation des humbles, qu'il avait jadis fait étalage de ses pirouettes et ses saillies. Il y eut ensuite 2 autres couples plus indistincts qui semblaient reliés par une fraternité obscure. Étaient-ils déjà partis ensemble ? Avaient-ils fait connaissance autour d'un breakfast ?
Tout était possible à ce stade du voyage. Le premier couple était également le plus déplaisant. L'homme ressemblait un peu à Antoine Wechter jeune, si la chose est imaginable, mais en plus châtain et avec une barbe bien taillée. Finalement, il ne ressemblait pas tellement à Antoine Wechter, mais plutôt à Robin des Bois, avec cependant quelque chose de suisse, ou pour mieux dire, de jurassien. Pour tout dire, il ne ressemblait pas à grand-chose, mais il avait vraiment l'air d'un con. Sans parler de sa femme en salopette, sérieuse, bonne laitière. Il était invraisemblable que ces êtres ne se soient pas déjà reproduits, pensais-je. Sans doute avaient-ils laissé l'enfant chez leurs parents, allons le saulnier. Le second couple, plus âgé, ne donnait pas une impression de sérénité aussi profonde. Maigre, moustachu et nerveux, l'homme se présenta à moi comme un naturopathe. Devant mon ignorance, il précisa qu'il soignait par les plantes, ou par d'autres moyens naturels si possible. Sa femme, sèche et menue, travaillait dans le secteur social à l'insertion de je ne sais quel délinquant primaire alsacien. Il donnait l'impression de n'avoir pas baisé depuis 30 ans. L'homme semblait disposé à m'entretenir des vertus des médecines naturelles, mais un peu étourdi par ce premier échange, j'allais m'asseoir sur une banquette proche. D'où j'étais, je distinguais mal les 3 derniers participants, qui m'étaient à demi cachés par le couple de charcutiers. Une sorte de beauf d'une 50aine d'années, prénommé Robert, à l'expression étrangement dure. Une femme d'âge idem, aux cheveux bouclés noirs encadrant un visage à la fois méchant, avisé et mou, qui se prénommait Josiane. Une femme plus jeune enfin, presque indistincte, guère plus de 27 ans, qui suivait Josiane avec une attitude de soumission canine et se prénommait elle-même Valérie. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je n'aurai que trop l'occasion d'y revenir, me dis-je sombrement en marchant vers l'autocar. Je remarquai que Seun fixait toujours sa liste de passagers. Son visage était tendu. Des mots se formaient involontairement sur ses lèvres. On y lisait de l'appréhension, presque du désarroi. En la comptant, le groupe comportait 13 personnes. Et les Thaïs sont parfois très superstitieux, encore plus que les Chinois. Dans les étages des immeubles, la numérotation des rues, il est fréquent qu'on passe directement du 12 au 14, uniquement pour éviter de mentionner le chiffre 13. Je m'installais du côté gauche, à peu près au milieu du véhicule. Les gens prennent leur repère assez vite dans ce genre de déplacement de groupe. Il s'agit, pour être tranquille, de prendre sa place très tôt, de s'y tenir, peut-être d'y disposer quelques objets personnels, de l'habiter activement, en quelque sorte. À ma grande surprise, je vis Valérie s'installer à mes côtés, alors que l'autocar était aux 3/4 vide. 2 rangées derrière, Babette et Léa échangèrent quelques mots narquois. Elles avaient intérêt à se calmer, ces salopes. Je fixai discrètement mon attention sur la jeune femme. Elle avait de longs cheveux noirs, un visage je ne sais pas, un visage qu'on pouvait qualifier de modeste. Ni belle ni laide à proprement parler. Après une réflexion brève mais intense, j'articulai péniblement « Vous n'avez pas trop chaud ?»« Non, non, dans l'autocar, ça va », répondit-elle très vite, sans sourire, juste soulagée que j'aie entamé la conversation. Ma phrase était pourtant remarquablement stupide. On gelait en réalité dans cet autocar. « Vous êtes déjà venu en Thaïlande » enchaîna-t-elle avec à propos. « Oui, une fois. » Elle s'immobilisa dans une attitude d'attente, prête à écouter un récit intéressant. Allais-je lui raconter mon précédent séjour ? Peut-être pas tout de suite. « C'était bien, » dis-je finalement, adoptant une voix chaude pour compenser la banalité du propos. Elle hocha la tête avec satisfaction. Je compris alors que cette jeune femme n'était nullement soumise à Josiane. Elle était simplement soumise en général et peut-être tout à fait prête à se chercher un nouveau maître. Elle en avait peut-être déjà assez de Josiane, qui, assise 2 rangées devant nous, feuilletait son guide du routard avec fureur en jetant des regards mauvais dans notre direction. Romance, romance. Juste après le Payab Ferry Pier, le bateau tourna à droite dans le Klong Samsen et nous pénétrâmes dans un monde différent. La vie avait très peu changé, ici, depuis le dernier siècle. Des maisons de teck sur pilotis se succédaient le long du canal.
Du linge séchait sous les auvents. Certaines femmes s'avançaient vers leurs fenêtres pour nous regarder passer. D'autres s'arrêtaient au milieu de leur lessive. Des enfants se baignaient et s'ébrouaient au milieu des pilotis. Ils nous faisaient de grands signes de la main. La végétation était partout présente. Notre pirogue frayait son chemin au milieu de massifs de nénuphars et de lotus. Une vie intense et grouillante jaillissait de partout. Chaque espace libre de terre, d'air ou d'eau, semblait aussitôt se couvrir de papillons, de lézards, de carpes. Nous étions, dit Seun, en pleine saison sèche. Il n'empêche que l'atmosphère était totalement irrémédiablement moite. Valérie était assise à mes côtés. Elle paraissait enveloppée par une grande paix. Elle échangeait de petits signes de main avec les vieux qui fumaient leurs pipes sur le balcon, les enfants qui se baignaient, les femmes à leur lessive. Les écologistes jurassiens semblaient eux aussi apaisés. Même les naturopathes avaient l'air à peu près calmes. Autour de nous, il n'y avait que de légers sons et des sourires. Valérie se tourna vers moi. J'avais presque envie de lui prendre la main. Sans raison précise, je m'abstins. Le bateau ne bougeait plus du tout. Nous demeurions dans l'éternité brève d'une après-midi heureuse. Même Babette et Léa se taisaient. Elle planait un peu, pour reprendre l'expression qu'employa Léa, plus tard sur le débarcadère. Pendant que nous visitions le temple de l'Aurore, je notais mentalement de racheter du Viagra dans une pharmacie ouverte. Sur le trajet du retour, j'appris que Valérie était bretonne et que ses parents avaient possédé une ferme dans le Trégorois. Moi-même, je ne savais pas trop quoi lui dire. Elle avait l'air intelligente, mais je n'avais pas envie d'une conversation intelligente. J'appréciais sa voix douce, son zèle catholique et minuscule, le mouvement de ses lèvres quand elle parlait. Elle devait avoir une bouche bien chaude, prompte à avaler le sperme d'un ami véritable. C'était bien cet après-midi, dis-je finalement avec désespoir. Je m'étais trop éloigné des gens. J'avais vécu trop seul. Je ne savais plus du tout comment m'y prendre. « Oh oui, c'était bien, » répondit-elle. Elle n'était pas exigeante. C'était vraiment une brave fille. Pourtant, dès l'arrivée de l'autocar à l'hôtel, je me précipitais vers le bar. 3 cocktails plus tard, je commençais à regretter mon attitude. Je sortis faire un tour dans le hall. Il était 19h. Il n'y avait encore personne du groupe. Moyennant 400 bahts, ceux qui le désiraient pouvaient assister à un dîner-spectacle avec des danses traditionnelles thaï. Le rendez-vous était fixé à 20h. Valérie y serait certainement. Pour ma part, j'avais déjà quelques lueurs sur ces danses traditionnelles thaï, ayant effectué 3 ans auparavant un circuit Thaïlande classique de la Rose du Nord à la Cité des Anges, proposé par Kuoni. Pas mal du tout d'ailleurs, mais un peu cher et d'un niveau culturel effrayant, tous les participants avaient au moins bac+4. Les 32 positions du Bouddha dans la statuaire Ratanakosin, les styles thaï birman, thaï khmer ou thaï thaï, rien ne leur échappait. J'étais revenu épuisé et je m'étais senti constamment ridicule sans guide bleu. Pour l'heure, je commençais à avoir sérieusement envie de baiser. Je tournais en rond dans le hall, en proie à un état d'indécision croissante, lorsque j'aperçus un écriteau « Health Club » qui conduisait à l'étage inférieur. L'entrée était éclairée par des néons rouges et une guirlande d'ampoules multicolores. Sur un panneau lumineux à fond blanc, 3 sirènes en bikini au sein un peu exagéré tendaient des coupes de champagne aux visiteurs potentiels. Une tour Eiffel très stylisée se dessinait dans le lointain. Enfin, ce n'était pas tout à fait le même concept que les espaces-formes des hôtels Mercure. J'entrai et commandai un bourbon au bar. Une douzaine de filles derrière la vitre tournèrent la tête dans ma direction. Certaines avec un sourire aguicheur, d'autres non. J'étais le seul client. Malgré la petite taille de l'établissement, les filles portaient des macarons numérotés. Mon choix se porta rapidement sur la numéro 7. D'abord parce qu'elle était mignonne, ensuite parce qu'elle n'avait pas l'air de prêter une attention démesurée au programme de télévision,
ni d'être plongée dans une conversation passionnante avec sa voisine. Effectivement, à l'appel de son nom, elle se leva avec une satisfaction visible. Je lui offris un coca au bar, puis nous passâmes dans la chambre. Elle s'appelait Eun, enfin c'est ce que j'ai compris, et elle venait du nord du pays, un petit village près de Chiang Mai. Elle avait 19 ans. Après le bain pris ensemble, je m'allongeai sur le matelas recouvert de mousse. Je compris tout de suite que je n'aurais pas à regretter mon choix. Eun bougeait très bien, très souplement. Elle avait mis juste assez de savon. À un moment, elle caressa longuement mes fesses avec ses seins. Ça, c'était une initiative personnelle. Toutes les filles ne le faisaient pas. Sa chatte bien savonnée frottait mes mollets comme une petite brosse dure. Je bandai presque tout de suite, à ma légère surprise, lorsqu'elle me retourna et commença à caresser mon sexe avec ses pieds. Je crus même que je n'allais pas pouvoir me retenir. Au prix d'un gros effort, en tendant brusquement les abducteurs des cuisses, j'y parvins. Lorsqu'elle vint au-dessus de moi sur le lit, je m'imaginais encore pouvoir tenir longtemps, mais je dus rapidement déchanter. Elle avait beau être toute jeune, elle savait se servir de sa chatte. Elle vint d'abord très doucement, par petites contractions sur le gland, puis elle descendit de plusieurs centimètres en serrant plus nettement. « Oh non, non !» criai-je. Elle éclata de rire, contente de son pouvoir, puis continua à descendre, contractant les parois de son vagin par pression forte et lente. Elle me regardait en même temps dans les yeux avec un amusement visible. Je jouis bien avant qu'elle ait atteint la racine de mon sexe. Après, nous bavardâmes un peu, enlacés sur le lit. Elle n'avait pas l'air très pressée de retourner sur scène. Elle n'avait pas beaucoup de clients, me dit-elle. C'était plutôt un hôtel destiné au groupe en phase terminale, des gens sans histoire, à peu près revenus de tout. Il y avait beaucoup de Français, mais ils semblaient rares à apprécier le body massage. Ceux qui venaient étaient gentils, mais il y avait surtout des Allemands et des Australiens. Quelques Japonais aussi, mais elle ne les aimait pas. Ils étaient bizarres. Ils voulaient toujours vous frapper ou vous ligoter, ou bien ils restaient là, à se masturber en regardant vos chaussures. Ça n'avait aucun intérêt. Et qu'est-ce qu'elle pensait de moi? Pas mal, mais elle aurait espéré que je tienne un peu plus longtemps. Much need, dit-elle en secouant gentiment mon sexe repu entre ses doigts. Par ailleurs, je lui faisais l'effet d'un homme gentil. You look quiet, dit-elle. Là, elle se trompait un peu. Mais enfin, c'est vrai. Elle m'avait bien calmé. Je lui donnais 3000 bahts, ce qui, d'après mon souvenir, était un bon prix. À sa réaction, je vis que oui, effectivement, c'était un bon prix. « Kröp kun kat !» fit-elle avec un grand sourire en joignant les mains à hauteur de son front. Puis elle me raccompagna jusqu'à la sortie en me tenant la main. Devant la porte, nous échangeâmes plusieurs bises sur les joues. En montant l'escalier, je me retrouvai en face de Josiane qui, apparemment, hésitait à descendre. Elle avait revêtu pour la soirée une tunique noire au liseré doré, mais ça ne la rendait nullement plus sympathique. Son visage gras et intelligent me fixait sans ciller. Je remarquai qu'elle s'était lavé les cheveux. Elle n'était pas laide, non. Elle aurait même pu être belle, si on veut. J'avais apprécié des Libanaises dans son genre, mais son expression de base était nettement méchante. Je l'imaginais très bien exprimer des positions politiques quelconques. Je ne distinguais en elle aucune pitié. Je n'avais rien à lui dire non plus. Je baissai la tête. Peut-être un peu gênée, elle prit la parole. « Il y a quelque chose d'intéressant en bas ?» Elle m'énervait tellement que j'ai failli répondre « un bar à putes ». Mais finalement j'ai menti. C'était plus simple. « Non, je ne sais pas, une sorte de salon de beauté. »« Vous n'êtes pas allé au dîner-spectacle ?» fit observer la salope. « Vous non plus ?» rétorquai-je du tac au tac. Cette fois, elle traîna un peu sur sa réponse. Elle faisait sa chochotte. « Oh non, je n'apprécie pas trop ce genre de choses », poursuivit-elle avec une ondulation quasi racinienne du bras. « C'est un peu trop touristique. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là?
Tout est touristique. Je me retins une fois de plus de lui foutre mon poing sur la gueule. Debout au milieu de l'escalier, elle me barrait le passage. Il me fallait faire preuve de patience. Épistolier fougueux à l'occasion, saint Jérôme a également su, lorsque les circonstances l'exigeaient, manifester les vertus de patience chrétienne. Voici pourquoi il est tenu pour un grand saint et un docteur de l'Église. Ce spectacle de danse traditionnelle thaï était selon elle tout juste bon pour Josette et René, qu'elle qualifiait en son fort intérieur de bidochons. Je compris avec malaise qu'elle cherchait en moi un allié. Il est vrai que le circuit allait bientôt bifurquer vers l'intérieur des terres, nous serions divisés en 2 tables au repas. Il était temps de choisir son camp. « Eh bien, » dis-je après un long silence. À ce moment, surgit comme par miracle, Robert fut au-dessus de nous. Il cherchait à passer dans l'escalier. Je m'effaçais en souplesse, grimpant de plusieurs marches. Juste avant de me précipiter vers le restaurant, je me retournai. Josiane, restée immobile, fixait Robert qui, d'un pas brusque, se dirigeait vers le salon de massage. Babette et Léa étaient proches des bacs à légumes. Je hochai la tête en signe de reconnaissance minimale avant de me servir en liseron d'eau. Elles aussi avaient dû juger ringardes les danses traditionnelles thaï. En revenant à ma table, je m'aperçus que les 2 pétasses étaient assises à quelques mètres. Léa portait un t-shirt « Rage Against the Machine » et un bermuda en jean très serré. Babette une espèce de chose déstructurée qui alternait des bandes de soie de différentes couleurs et des zones transparentes. Elle papotait avec animation, évoquant apparemment différents hôtels new-yorkais. Épouser une de ces nanas, me dis-je, ça doit être l'épouvante radicale. Est-ce que je pouvais encore changer de table? Non, c'était un peu gros. Je m'installais sur une chaise en face pour, au moins, leur tourner le dos, j'expédiais mon repas et je remontais dans ma chambre. Un cafard apparut alors que je m'apprêtais à pénétrer dans la baignoire. Justement, c'était le moment d'apparaître dans ma vie pour un cafard. Il ne pouvait pas tomber mieux. Il filait rapidement sur la céramique, le petit bougre. Je cherchais des yeux une pantoufle, mais au fond je savais que j'avais bien peu de chance de l'écraser. À quoi bon lutter? Et que pouvait Eun malgré son vagin merveilleusement élastique? Nous étions d'ores et déjà condamnés. Les cafards copulent sans grâce et sans joie apparente, mais ils copulent nombreusement et leurs mutations génétiques sont rapides. Nous ne pouvons absolument rien contre les cafards. Avant de me déshabiller, je rendis encore une fois hommage à Eun et à toutes les prostituées thaï. Ce n'était pas un métier facile qu'elles faisaient, ces filles. Il ne devait pas être si fréquent de tomber sur un brave garçon, doté d'un physique acceptable, et qui ne demandait honnêtement qu'à jouir de concert. Sans même parler des Japonais, je frissonnais à cette idée et empoignai mon guide du routard. Babette et Léa, pensais-je, n'auraient pas été capables d'être des prostituées thaï. Elles n'en étaient pas dignes. Valérie, peut-être. Il y avait quelque chose chez cette fille, à la fois un peu mère de famille et un peu salope. Les 2 potentiellement d'ailleurs. Jusqu'à présent, c'était surtout une gentille fille, amicale et sérieuse. Intelligente aussi. Décidément, j'aimais bien Valérie. Je me masturbais légèrement pour aborder ma lecture avec sérénité. Il y eut quelques gouttes. S'il se proposait dans son principe de préparer au voyage en Thaïlande, le guide du routard émettait en pratique les plus vives réserves et se sentait obligé dès sa préface de dénoncer le tourisme sexuel, cet esclavage odieux. En somme, ces routards étaient des grincheux dont l'unique objectif était de gâcher jusqu'à la dernière petite joie des touristes qu'ils haïssaient. Ils n'aimaient d'ailleurs rien tant qu'eux-mêmes, à en juger par les petites phrases sarcastiques qui parsemaient l'ouvrage, du genre « Ah ma bonne dame, si vous aviez connu ça au temps des hippies !» Le plus pénible était sans doute ce ton tranchant, calme et sévère, frémissant d'indignation contenue. Ce n'est pas par pudibonderie, mais nous, Pattaya, on n'aime pas. Trop, c'est trop. Un peu plus loin, ils en rajoutaient sur les occidentaux gras du bide
qui se pavanaient avec des petites tailles. Eux, ça les faisait carrément gerber. Des connards humanitaires protestants, voilà ce qu'ils étaient, eux et toute la chouette bande de copains qui les avaient aidés pour ce livre, dont les sales gueules s'étalaient complaisamment en 4e de couverture. Je projetais l'ouvrage avec violence dans la pièce, ratant de peu le téléviseur Sony et ramassais avec résignation La Firme de John Grisham. C'était un best-seller américain, un des meilleurs, un des plus vendus, s'entend. Le héros était un jeune avocat plein d'avenir, brillant et beau garçon, qui travaillait 90 heures par semaine. Non seulement cette merde était pré-scénarisée jusqu'à l'obscène, mais on sentait que l'auteur avait déjà pensé au casting, c'était manifestement un rôle écrit pour Tom Cruise. La femme du héros n'était pas mal non plus, bien qu'elle ne travaille que 80 heures par semaine, mais là par contre Nicole Kidman n'allait pas. Ce n'était pas un rôle pour une frisée, plutôt un rôle à brushing. Dieu merci, les tourtereaux n'avaient pas d'enfants, ce qui allait permettre d'éviter quelques scènes éprouvantes. Il s'agissait d'un récit à suspense, enfin, un suspense modéré. Dès le 2e chapitre, il était clair que les dirigeants de la firme étaient des salauds, et il n'était pas question que le héros meure à la fin. Non plus que sa femme d'ailleurs. Seulement, dans l'intervalle, pour montrer qu'il ne plaisantait pas, le romancier allait sacrifier quelques sympathiques personnages de second plan. Restait à savoir lesquels, ça pouvait justifier une lecture. Peut-être le père du héros. Ses affaires étaient dans une mauvaise passe, il avait du mal à s'adapter aux changements à flux tendu. J'avais bien l'impression qu'on était en train d'assister à son dernier Thanksgiving.